Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Cet oral est consacré au programme Ingénieur en agriculture de l'Hésite pas. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, franchement, et juger de l'intérêt pour vous de l'Hésite pas. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à l'Hésite pas. Daniel Roche, vous êtes le directeur de l'Hésite pas, bonjour. Bonjour. Laure Gilbert, tu es étudiante en 5e année, bonjour. Oui, bonjour. On vous laisse les 2 premières minutes pour introduire cet oral, c'est le speech. C'est à vous. Bonjour. Nous sommes, Laure et moi, heureux de pouvoir passer 1 heure avec vous pour vous présenter notre formation d'ingénieur en agriculture de l'Hésite pas, qui est une formation en 5 ans post-bac et qui a pour objectif de vous mener à la plus large palette d'emplois pour l'agriculture, autour de tout ce qui est sciences du vivant. Palette qui va aller de la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation, notamment agroalimentaire, mais aussi maintenant de plus en plus des transformations non alimentaires. Et bien sûr, sans oublier tous les métiers de service, que ce soit en études, en conseil, en recherche-développement, et en s'inscrivant toujours dans une dynamique territoriale et environnementale d'actualité aujourd'hui. Très bien, c'est très concis. Laure, quelque chose à rajouter ? Alors, moi, je vais peut-être me présenter si jamais vous avez des questions par rapport à mon parcours. Donc, d'un point de vue scolaire, j'ai intégré l'Hésite pas directement en première année. J'ai eu l'occasion de partir en Erasmus pendant un semestre. Et concernant le domaine d'approfondissement que j'ai suivi, il est intitulé Gestion des entreprises et entrepreneuriat. À propos de la vie étudiante, j'ai été au bureau des élèves pendant 2 ans et j'ai également eu l'occasion de participer au raid humanitaire 4L Trophy. Très bien, vous connaissez les règles, maintenant on passe au face-à-face. Dernière manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer toutes vos questions pour faire que cette heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Allez-y. Quels sont vos critères de sélection pour l'admission par concours alpha? J'ai mes chances avec 12 de moyenne en terminale S. Merci. Alors je vais peut-être répondre parce que Laure n'a pas eu la chance de bénéficier du concours alpha, puisque c'est un concours relativement récent, qui a maintenant, je crois, 4 ans d'existence. Et l'Hésite pas est membre fondateur du concours alpha. Le concours alpha a été conçu justement pour donner un maximum de chances à des étudiants motivés. Et ce n'est pas seulement les résultats scolaires qui nous intéressent à travers le concours alpha. Et donc concrètement avec 12 de moyenne en terminale S? Avec 12 de moyenne en terminale S, vous êtes dans la moyenne des étudiants qui rentrent à l'Hésite pas. C'est-à-dire qu'il y a encore plus bas? Il y a encore plus bas parce que on va dire tout simplement que les gens qui rentrent à l'Hésite pas varient entre 10 et 18. Vous voyez, la palette est extrêmement large, avec une moyenne à 12, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est de voir cette palette, et même à 10, on a des chances. Si on a su compenser justement ce résultat scolaire par une personnalité, une motivation, un projet aussi, qui a entraîné l'adhésion du jury. Et il y a combien de candidats pour combien de places au final? Alors, si on prenait l'ensemble du concours alpha, nous sommes à quelques milliers, mais bien sûr, tous les candidats du concours alpha ne cochent pas la case «Hésite pas». L'année dernière, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore les chiffres définitifs, on est en plein recrutement à APB. L'année dernière, nous avions à peu près 400 candidats pour une centaine de places. Donc 400 à 100. Voilà. Mais ne tirons pas trop vite de conclusion. Ça ne veut pas dire que l'on en choisit 1 sur 4. Parce qu'en fait, dans le principe de APB, c'est une sélection à double sens. C'est-à-dire que nous sélectionnons des étudiants, mais les étudiants nous sélectionnent aussi. Donc ce n'est pas vraiment une sélection 1 sur 4, c'est une double sélection. Sur les 400, il y en a 100 qui ont choisi l'Hésite pas et que nous avons choisi.
Quelle aide apportez-vous pour partir en stage, en entreprise ou en université en Europe? Alors, d'abord, premièrement, de partir en stage à l'extérieur, pas simplement en Europe, mais à l'international, est devenu, depuis 2 ans à l'école, une obligation. Et il y a un minimum de 6 mois d'expérience à l'international à faire. Obligatoire, 6 mois à l'international. 6 mois à l'international, sous une forme qui peut être soit stage, soit échange académique. Les aides qui sont apportées, l'école n'apporte pas d'aide directe financière, elle apporte une aide méthodologique, un accompagnement, etc. Bien entendu, ce que font toutes les écoles, je pense. Les aides financières qui peuvent être apportées doivent être cherchées auprès de partenaires de l'école. Donc pour le côté financier, c'est à l'extérieur. Voilà, c'est à l'extérieur. Et vous parlez de méthodologie, c'est-à-dire est-ce que vous allez fournir aux étudiants une liste d'entreprises qui peuvent les accueillir? On fournit en tout cas une liste d'universités partenaires et en termes d'entreprises, on passe par justement nos partenaires à l'international pour essayer de trouver les entreprises. Mais là, très souvent aussi, ce sont des entreprises basées en France qui cherchent des stagiaires pour leurs filiales à l'étranger et là, le choix est beaucoup plus vaste. Donc vos étudiants ne sont pas tout seuls à devoir chercher leur entreprise? Non. Mais d'une manière générale, les stages, qui sont un élément très important de notre pédagogie, sont basés d'abord sur le fait que c'est à l'étudiant de trouver son stage. À la fois l'entreprise, mais aussi le thème du stage, parce que l'on considère que cela fait partie même de la formation. C'est même noté d'ailleurs. La qualité de la recherche de l'entreprise et du thème du stage fait partie de la notation finale. Ceci dit, un étudiant n'est jamais laissé à l'abandon. Et encore aujourd'hui, nous n'avons perdu aucun étudiant. Tout le monde a trouvé un stage et un stage qui lui convient. Laure, je vais te laisser prendre la question suivante, ce qui t'est adressée directement. Salut Laure, c'est comment la vie, elle n'hésite pas? Mont-Saint-Aignan, c'est pas un peu mort? Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme de vie étudiante? Merci d'avance. Alors, comment c'est la vie n'hésite pas? Donc en termes de vie étudiante, c'est très vivant parce qu'il y a beaucoup d'associations. La ville en elle-même, non, elle n'est pas morte parce qu'il faut savoir qu'on est quand même à côté de pas mal de facs. Parce que moi je connais Mont-Saint-Aignan, c'est plutôt moche, c'est plutôt gris, c'est pas vraiment Rouen, c'est distinct, c'est pas une ville très sexy a priori. Alors c'est sûr que c'est pas comme Rouen, ça n'a pas le charme de la vieille ville. Mais c'est quand même très universitaire et on a aussi par exemple beaucoup d'infrastructures sportives. Et, tout ça sur place à Mont-Saint-Aignan? Tout ça sur place à Mont-Saint-Aignan. Et je pense même qu'il y a plus d'universités à Mont-Saint-Aignan, enfin, et d'écoles en général, que sur Rouen même. Oui, sur Rouen, il n'y a que les facs de médecine qui existent. Donc il y a vraiment un pôle étudiant à Mont-Saint-Aignan? C'est un campus universitaire où on va retrouver à la fois d'autres écoles comme d'ingénieurs, des écoles de management et bien sûr toute l'université, notamment toutes les facultés autour des sciences de la vie. C'est en fait le lieu des sciences de la vie qui est à Mont-Saint-Aignan. Je rajouterai que même si Mont-Saint-Aignan paraît peut-être un peu mort, je veux bien en convenir, la ville de Rouen est à 10 minutes en bus. Et il y a des bus jusque tard dans la nuit, avec des bus spéciaux pour les étudiants, notamment les jeudis soirs, pour pouvoir les ramener à des heures tardives dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il ne faut pas voir Mont-Saint-Aignan tout seul, il faut voir Rouen avant tout. Et tu parlais de la vie associative, est-ce que c'est quelque chose que vous valorisez ça au cours de la formation? Est-ce que vous donnez des crédits par exemple? Alors, on ne donne pas de crédit pour la vie associative, mais on considère que la vie associative est un élément fort de la formation de nos étudiants. Parce que la formation, pour nous, ce n'est pas simplement un transfert de connaissances, c'est aussi aider un jeune à construire sa personnalité à travers son projet professionnel. Et la vie associative est un élément extrêmement fort pour ça. Donc, il n'y a pas de crédit ECTS, mais il est évident que l'implication dans la vie associative est un élément d'appréciation des étudiants. On n'a pas non plus que les notes, j'allais dire, pour apprécier un étudiant. Heureusement, ça serait un peu triste. Hein, vous notez pas la participation. Mais on ne note pas la participation en tant que telle. Mais ceci dit, lors des jurys, le jury est fait pour ça. Le jury n'est pas une machine qui regarde des notes et qui fait une moyenne et qui dit c'est bon ou c'est pas bon. Comme je le disais, ça serait un peu triste et réduire l'étudiant à quelque chose qu'il n'est pas. Non, on a dans le jury des discussions sur justement l'implication de l'étudiant dans les différentes associations, dans la vie de l'école, que ça soit à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur. Et vous parlez des jurys, ça se passe comment ces jurys? C'est à quel moment? Ah ben c'est à la fin, il y a
il y a trois sortes de jurys, je dirais. Il y en a 2 qui vont suivre l'étudiant pendant les 5 ans. Il y a un jury à la fin de chaque unité d'enseignement, puisque nous sommes en enseignement supérieur, voilà, et donc notre programme est découpé en unités d'enseignement. Chaque unité d'enseignement donne lieu à un jury qui est composé des enseignants de l'unité. Et à la fin de chaque semestre, parce que là aussi on ne raisonne pas en année, on est en enseignement supérieur, mais en semestre, à la fin de chaque semestre, il y a un jury de semestre qui permet de dire que l'étudiant a validé l'ensemble de son semestre ou pas. Et puis le 3e jury qui, lui, n'arrive qu'une seule fois dans la vie de l'étudiant, on va bientôt le connaître dans un peu moins d'1 an, qui est le jury de diplôme, qui est le jury final, qui est présidé par un représentant du ministre de l'Agriculture. Quelle est la part des mathématiques dans la formation? Quel est le niveau d'exigence? Merci. Ben, je vais peut-être laisser Laure répondre parce qu'elle a vécu, elle est sortie d'un bac S, elle pourra vous dire aussi peut-être son niveau de mathématiques et comment elle a vécu. Alors ça se passe comment les maths? Alors pour tout ce qui est matière scientifique fondamentale en général, ça va surtout se passer au niveau de la prépa intégrée les 2 premières années. Après, pour les maths, combien d'heures, je ne saurais pas vous dire, mais bon, on a quand même... Quelle proportion? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans la formation, dans la prépa intégrée? Dans la prépa intégrée, c'est important, mais il y a pas que les maths aussi, hein. Toutes les sciences fondamentales, c'est quand même une grosse partie des 2 premières années. Et est-ce que, imaginons, par rapport au lycée, on prend le lycée comme point de comparaison, moi je suis plutôt un élève moyen en terminale S, j'ai 11-12. Est-ce que je vais arriver à m'en sortir avec les maths? D'après moi, c'est surtout une question de motivation. Ah oui, mais la motivation, on est tous très motivés, mais il y en a qui n'ont pas la fibre mathématicienne. Toi, tu avais combien au lycée, en terminale? En maths? En maths. En maths, j'ai été à peu près à 12, comme vous dites, et je m'en suis sortie. donc oui, c'est possible. Et puis en plus, il faut savoir qu'on n'est quand même pas tout seul. Déjà, il y a quand même une solidarité assez importante entre les étudiants, donc on peut s'aider. Et puis, on a aussi tous nos enseignants qui sont là pour nous épauler si on a besoin. Après, oui, il faut travailler. Je vais vous laisser lire la question et y répondre, puisque ça correspond très bien à ce que tu es en train de dire. Y a-t-il un soutien en cas de problème ponctuel, par exemple les maths? Oui, il y a un soutien. Il y a un soutien et d'ailleurs, depuis maintenant cette année, nous avons même dédié une personne à temps complet pour être en relation permanente avec les étudiants, à la fois pour les aider dans leur vie associative qu'on vient d'évoquer, mais aussi dans leur vie scolaire. Ce n'est pas quelqu'un qui va regarder les résultats, évaluer les résultats comme un enseignant, il va être aux côtés des étudiants pour essayer de comprendre s'il y a des difficultés, à quoi elles sont dues, comment on peut essayer d'y pallier. Je reviens sur la question des mathématiques, elles sont importantes. Il ne faut pas être un super cador en maths pour réussir, soyons clairs. Il y a peut-être une matière sur laquelle il faut avoir un peu plus d'exigence, auquel on ne pense pas, qui fait peut-être un peu moins peur aux étudiants, mais c'est la biologie. Nous sommes une école d'agronomie, nous sommes une école des sciences de la vie. La biologie est importante, il faut aimer la biologie. Il ne faut pas être non plus un super extraordinaire étudiant en biologie, mais il faut aimer la biologie pour rentrer à l'ESITPA. Bonjour monsieur, ma fille voudrait rentrer à l'ESITPA, mais j'ai entendu dire que la prépa intégrée était très difficile. Pouvez-vous le confirmer? Merci à vous. Comment as-tu vécu ta prépa intégrée? Vous renvoyez la question alors. Oui, mais je m'exprimerai après. Alors, oui, la charge de travail est plus importante qu'au lycée. À quel point plus importante? Concrètement, comment ça se passe ta journée? Est-ce que tu travailles tard le soir après les cours? Tard, non, mais il faut quand même un travail régulier, sinon on est largué. Après, non, moi j'ai pas trouvé que c'était vraiment difficile. Si on est rigoureux et qu'on fait ce qu'il faut et qu'on a envie, ça se fait sans souci. Comme je disais tout à l'heure, moi j'avais 12 en maths au lycée, c'est pas 18 et voilà, je suis en donc 5e pour année toi, pas de aujourd'hui. souci. Donc, du coup, Daniel, je reviens vers vous. Je crois que Laure a très bien exprimé ce que je voulais dire. En fait, vous avez compris que l'admission, on cherchait plus des personnalités que des gens avec des résultats. Vous recrutez large. Voilà, on recrute très large puisqu'on descend jusqu'à 10, on ne descend pas en dessous, hein, je vous rassure quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de casse du coup pendant la prépa? Alors, il peut y en avoir, mais je dirais qu'il faut que l'étudiant comprenne que nous passons une sorte de contrat moral.
en fait, hein, bien sûr qu'il n'est pas écrit ni rien. Mais en gros, on part du principe, d'abord, premièrement, que tout étudiant qui a réussi son bac a des chances de réussir chez nous. Deuxièmement, on lui met à disposition un enseignement, voilà, des locaux, un corps enseignant, un accompagnement, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais tout un dispositif pour lui permettre de réussir. Et en contrepartie, on demande à l'étudiant de s'investir dans un minimum de travail, dans un minimum de participation à sa propre formation. C'est quoi ce minimum? Qu'est-ce que vous voulez dire par minimum? D'abord, premièrement, c'est être présent à tous les cours. Je rappelle que chez nous, tous les cours sont obligatoires, hein, quels qu'ils soient. Donc c'est déjà être présent à tous les cours. Parce qu'il y a des étudiants qui ne viennent pas à tous les cours? Hélas, voilà, hélas, il y a des étudiants qui ne viennent pas à tous les cours. C'est être présent à tous les cours, c'est être attentif à tous les cours, c'est ensuite faire un minimum, c'est quelques heures par jour de travail personnel, c'est être curieux, utiliser tous les moyens qu'on met à sa disposition, documentation, etc. Et concrètement, pour rester sur le niveau attendu pendant la prépa, qui est quand même une question importante, vous avez combien d'étudiants qui arrivent en première année de prépa? Alors, on a entre 100 et 110 qui rentrent en première année de prépa. Et à l'issue des 2 ans, il vous en reste combien? De l'ordre de... Alors, suivant les années, parce qu'il y a un effet promotion qui est très important, et c'est pour ça que c'est très difficile de donner un chiffre régulier, mais on peut laisser entre 10 et 20 étudiants à la fin des 2 premières années. Mais et ça, c'est dû à un défaut de travail pour vous? C'est essentiellement un défaut de travail. Je vais même rajouter, et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a décidé de dédier maintenant une personne spécifique pour accompagner les étudiants, pas sur le plan scolaire, mais sur le plan de la prise en charge de leur vie, j'allais dire, personnelle. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de jeunes qui sortent du lycée se brûlent les ailes un petit peu dans une liberté nouvelle. On quitte son foyer familial, on se retrouve très indépendant et des fois on a du mal à gérer cette autonomie et ça peut avoir des conséquences très néfastes. Et voilà. Concrètement, c'est quoi? C'est un chaperon qui va le suivre, qui va vérifier s'il travaille non, le soir? c'est quelqu'un qui est à l'écoute, surtout. Voilà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Là aussi, l'étudiant qui ne va pas se manifester, qui va rester dans son coin, on peut passer à côté et malheureusement ne pas pouvoir venir en aide, même si on essaye d'observer ce qui se passe. Mais c'est surtout un travail d'écoute et une fois qu'on a écouté, c'est essayer dans une discussion franche, etc., de voir avec lui comment on peut résoudre les problèmes. C'est essentiellement ça. A-t-on un contact avec des animaux sur le campus? Merci d'avance. Non. Non, vous n'avez pas d'animaux? Non, pas sur le campus en lui-même. Les animaux sont interdits au sein du Crous, donc... Et comment c'est quand même une école avec une forte partie agriculture. Et très pratique, oui. Du coup, comment on voit... C'est quand même important de voir des vaches, des lapins, des poules quand on veut travailler dans ce domaine-là. Eh bien, j'ai souvent tendance à dire que si nous n'avons pas d'exploitation, nous avons la chance d'en avoir 500 000, puisqu'il y a à peu près 500 000 exploitations. Enfin bon, on ne va pas se battre sur le chiffre en France. En gros, le côté pratique, il passe par des sorties de terrain et aussi par les stages. C'est essentiellement par ça. Nos étudiants ne sont pas sevrés de terrain, loin de là. Ils ont l'occasion, pendant les 5 ans, de mettre souvent les bottes et d'aller voir ce qui se passe très concrètement. On y fait très attention. On veut avoir des ingénieurs ayant les pieds sur terre. Et concrètement, c'est combien de fois par an? C'est une fois par an, on va sur le terrain, 2 fois par an, une fois tous les 3 ans? Ah non, d'abord, d'abord, premièrement, au cours de l'enseignement, mais Laure pourra peut-être en parler, il y a des sorties qui se font régulièrement, qui ne sont pas obligatoirement des sorties d'ailleurs agricoles. Ça peut être... Pour rester sur ce monde agricole, puisque la question était sur les animaux. Oui, mais sinon, après, au-delà de ces sorties qui vont dans les champs, dans les exploitations, etc., dans des étables aussi, hein, nous avons obligatoirement en première année un stage en exploitation agricole, en deuxième année un autre stage en exploitation agricole, mais dans un pays anglophone, où on essaye surtout d'apprendre l'anglais, le but c'est surtout ça. En troisième année, alors là, la troisième année, elle est hyper agricole, elle est centrée sur un stage en exploitation qui s'étale tout au long de l'année pour connaître toutes les périodes. Donc non, et puis après, bon, les quatrième et cinquième années, là, chacun choisit un petit peu sa voie. Donc on fait quand même beaucoup de terrain. On fait beaucoup de terrain. C'est même, je pense, une marque forte de l'école d'avoir ce côté très pratique qui nous tient à cœur. Quelle est la relation étudiant-enseignant au sein de l'ESITPA?
Alors à cette question, je répondrais simplement la porte est ouverte. C'est-à-dire qu'on a des enseignants permanents qui sont là et ils sont toujours à l'écoute si on a besoin d'eux. On peut être Par rapport au lycée, est-ce que tu as vu toi des différences par rapport à la terminale ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, ne serait-ce que par la taille de la promotion, on n'est plus dans des classes de 30, on est dans des promos d'une centaine. Et justement, c'est pas difficile de se faire entendre d'un prof, d'aller voir le prof qui a une centaine d'étudiants par rapport au lycée où on est des classes de 30 ? Non. Après, bon, déjà, les cours sont quand même interactifs, donc c'est possible d'échanger avec le professeur. Après, on peut toujours aller voir l'enseignant à la fin du cours. La plupart du temps, on a une adresse mail, on peut s'adresser à lui comme ça. Ça se fait vraiment, ça ? C'est vraiment Ah oui, courant ? c'est possible, oui. Et oui, ça se fait, oui. Très couramment. Une petite anecdote, il y a quelques années, les enseignants-chercheurs, parce qu'on a aussi une partie recherche, on est en enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs de l'ESITPA avaient voulu se faire appeler enseignants-chercheurs accompagnants. C'était vraiment une demande de leur part. C'était une demande de leur part. Surtout, ils voulaient que dans leur titre soit reconnue une part non négligeable de leur temps de travail qui consiste à être porte ouverte auprès des étudiants et mail ouvert. Et mail ouvert aussi parce que ça fonctionne maintenant de plus en plus par mail. On passe à la question experte. Allez-y. Question experte. Culture générale du monde de l'agriculture, ça veut dire quoi ? Vous restez perplexe. Oui, parce que je n'arrive pas à remettre dans quel contexte... c'est sur votre site en fait. Sur votre site, vous parlez beaucoup de culture générale du monde de l'agriculture, culture générale agricole. Donc nous, en fait, on veut savoir ce que vous entendez par là. Parce que culture générale, ça fait appel à un socle plutôt théorique de connaissances dans le sens commun. Et en contraste, le monde de l'agriculture, c'est plutôt terrain, concret, botte dans la boue. Donc on voit mal le lien entre les deux. D'accord. Non, mais je comprends la question. Je pensais que c'était en référence à l'épreuve de culture générale du concours Alpha. Non, ce n'est pas ça, c'est bien ce que l'on dit sur notre site. En fait, la culture générale du monde de l'agriculture, ça veut dire plutôt connaissance générale du monde de l'agriculture. C'est-à-dire que nous, on pense, et ça c'est une marque aussi très forte de l'ESITPA, c'est qu'on considère qu'un ingénieur de l'ESITPA, quel que soit le métier, qui ne sera peut-être même pas en rapport avec l'agriculture, parce que tous ne sont pas... qu'il va exercer, ou en tout cas très loin de l'agriculture au sens le plus terrain du terme, doit avoir cette connaissance du monde agricole, mais à la fois dans ces domaines techniques, mais aussi sociologiques, culturels, afin de pouvoir établir ce dialogue avec ce monde agricole et d'être bien à l'aise, quel que soit le métier dans lequel il va faire. Donc ça, c'est vrai que par rapport aux autres écoles qui appellent ça environnement, et parce qu'ils trouvent ça plus sexy, vous incitez vraiment le côté agriculture, c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Nous appartenons au champ de l'agriculture, nous sommes très fiers d'appartenir à ce monde-là, et pour nous, c'est une marque forte. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappé. Il y a quelques années, j'ai rencontré le DRH d'une grande marque, je ne citerai pas, mais de produits laitiers célèbre pour ses yaourts, qui justement m'expliquait pourquoi il aimait bien embaucher des ingénieurs ESITPA. Il dit parce que quand j'embauche un ingénieur ESITPA et qu'il est sur la ligne de production de mes yaourts, cet ingénieur, il sait comment a été produit le lait des yaourts qu'il fabrique, et ça c'est un plus qu'on ne trouve pas toujours. Laure, comment tu le vois toi dans la formation ? Déjà, est-ce que tu le vois, ce côté culture générale agricole ? Oui, on le voit surtout en 3e année, parce que c'est vraiment l'année où on va avoir le plus de matières agricoles. Après, par exemple, c'est quoi une matière agricole ? Alors, on a toutes les matières en production animale, nutrition, reproduction. Après, on fait de l'agronomie. Donc toi, tu sens que c'est vraiment une part importante de ta formation ? Oui, c'est vraiment important. Et moi, je voulais insister sur quelque chose. Oui, c'est vrai, on fait de la théorie, on a des cours, c'est important. Mais on a aussi l'occasion de le mettre en pratique dans nos stages, notamment dans ce stage de 3e année. À l'issue duquel on a quand même des rapports assez importants à faire, et c'est vraiment une mise en application de ce qu'on a vu dans l'année en cours. Bonjour monsieur, j'hésite entre l'école de Purpan et la vôtre, sur quels critères dois-je choisir ?
Alors, l'école de Purpan, qui est dans une belle ville, qui est à Toulouse. Déjà, peut-être le premier critère, c'est le critère géographique, parce qu'entre Toulouse et Rouen, il y a quelques 500 ou 600 km. Vendez-nous Mont-Saint-Aignan. Pourquoi justement? Comment je peux compenser le côté nord de Mont-Saint-Aignan avec... Oui, mais très vivant quand même, hein, et c'est vivant, quand même quelqu'un du Sud qui vous parle. Hein, là. Donc, je sais reconnaître aussi le côté vivant de la Normandie. Non, quel autre critère? Je sais pas, je ne connais pas assez bien Purpan, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain chez nous, c'est que ce qu'on va vous offrir, c'est surtout une formation généraliste qui va vous permettre d'avoir accès à une très large palette d'emplois et surtout de pouvoir ultérieurement d'avoir des évolutions de carrière extrêmement diversifiées. Vous n'êtes pas dans une spécialisation. Il n'y a pas de spécialisation chez nous, ça c'est clair. Il n'y a pas de spécialisation. Tout le monde a les mêmes cours du début à la fin? Alors, pas tout à fait exactement les mêmes cours. En tout cas, les 3 premières années, oui. Sur les 4e et 5e années, là, on est plus sur des cours qui correspondent au projet professionnel de l'étudiant. Donc, c'est un peu plus à la carte en fonction du projet de l'étudiant. Donc, là, on se spécialise quand même un peu. Mais ce n'est pas vraiment de la spécialisation. On est obligé de toucher à tout avant d'avoir le diplôme d'ingénieur. Donc, vous revendiquez ce côté généraliste? C'est très fort, oui. C'est très, très fort pour nous. Ensuite, c'est l'autre point, et je reviens sur Rouen, justement, qui n'est pas si gris que ça, malgré ce que vous disiez tout à l'heure. Je parle de Mont-Saint-Aignan. Rouen, c'est pas gris. Mont-Saint-Aignan est d'abord sur les plateaux, et il fait souvent beaucoup plus beau qu'à Rouen. Et la ville de Rouen est magnifique, mais je reviens sur cette idée, c'est une ville étudiante où il fait bon vivre. Il se passe des choses, on ne s'ennuie pas à Rouen quand on est étudiant, et je pense que ça peut être aussi un point extrêmement positif. Question suivante. Est-il possible de travailler à l'étranger avec le diplôme de l'ESITPA? Quelle reconnaissance hors de la France? Merci d'avance. Alors oui, c'est possible. En termes de pourcentage, je ne sais pas ce que ça représente. Dans ta promo, toi, tu as des gens qui pensent à s'expatrier à la fin de leurs études? Oui, il y en a, je ne sais pas, une petite dizaine, je dirais. Donc c'est pas la majorité quand même? Non, c'est pas la majorité. Après, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup incité à partir à l'étranger, notamment avec cette obligation de partir pendant un semestre, qui est assez nouvelle. Donc oui, c'est possible. Moi, je reviendrai, en effet, c'est tout à fait possible. Ce pourcentage d'étudiants qui se consacrent à l'étranger devient de plus en plus important. Je crois qu'il y a un phénomène aussi qui ne touche pas que les ITPA, hein, je pense que c'est... Et il n'est pas rare... Il n'y a pas si longtemps, j'étais au Chili et j'ai découvert en visitant une petite industrie agroalimentaire que derrière, que les Chiliens me présentaient comme une start-up particulièrement remarquable. Et en fait, j'ai découvert que ce qu'il y avait derrière, c'était un ingénieur ESITPA. Et donc, vous voyez, même au fin fond du Chili, on arrive à l'autre bout du monde à trouver des ingénieurs ESITPA. Quant à la reconnaissance, hein, pour répondre à la question, c'est la reconnaissance d'un diplôme d'ingénieur de la CTI. Donc, on a exactement le même label que toutes les écoles d'ingénieurs de France, donc avec cette reconnaissance qui, bien sûr, dans toute l'Europe, et qui va jusqu'au Canada maintenant. Les diplômes CTI, les gens connaissent à l'étranger les diplômes CTI? Alors, c'est en tout cas le travail que la CTI fait. Récemment, par exemple, elle a obtenu la reconnaissance du diplôme d'ingénieur français, donc de celui de l'ESITPA, mais de toutes les écoles d'ingénieurs françaises au Canada. Hein, donc on sait quand même qu'en Amérique du Nord, c'est assez difficile de se faire reconnaître. Mais en effet, on bénéficie de ce label pleinement. Bonjour Monsieur Roche, que fait-on pendant le stage de découverte de l'exploitation agricole? Alors on va reposer les bases. C'est à quel moment ce stage de la formation? Alors le stage de découverte de l'exploitation agricole, il se fait dès la première année. À la fin de la première année, en fait, pendant les beaux jours quand même. Entre la première et la deuxième année, ça raccourcit les vacances, mais il faut oublier les vacances de 3 mois hein, quand on est en enseignement supérieur. Et ça dure combien de temps? Alors, le stage de un mois. 4 semaines, oui. Et c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Que fait-on? Eh bien, j'ai envie de, comme son nom l'indique, on découvre l'exploitation agricole. N'oublions pas que plus de 80% de nos étudiants ne sont pas d'origine agricole. Donc ils ont un retard à rattraper?
je n'appellerai pas ça un retard, mais en tout cas, certains ne savent pas ce que c'est qu'une exploitation agricole. Certains n'ont jamais vu de vache avant de venir chez nous, et ça ne les empêche pas de devenir de très bons ingénieurs agricoles par la suite. Voilà. Donc pour beaucoup d'étudiants, c'est simplement... On parlait de culture générale du monde agricole, ben voilà, ça commence par ça. Voir comment vit une famille d'agriculteurs. Ça correspond dans les autres écoles d'ingénieurs qui sont plus mécaniques, etc., c'est ce qu'on appelle le stage ouvrier. Et donc concrètement, on fait quoi? Parce que vous dites découvrir, mais je suppose qu'on ne va pas se balader avec un petit panier à la main, un petit chapeau. On fait des choses concrètes? Est-ce qu'on traite des vaches? Est-ce qu'on participe à la vie de la ferme? Toi qui l'as fait, Oui, Laure. voilà. Oui, alors moi j'étais dans une exploitation laitière, donc oui, on traite les vaches, on les nourrit, on va voir dans les champs comment ça avance. On vit vraiment ce que fait l'agriculteur au quotidien. Et c'est l'école qui te trouve l'exploitation agricole dans laquelle... Non, c'est à nous de trouver l'exploitation. C'est difficile ça, parce que si on n'a pas de famille dans l'agriculture, comment on fait? Non, ça se fait assez facilement. Comment tu as fait toi? Alors moi je m'étais adressée aux chambres d'agriculture qui nous avaient donné une liste avec des exploitants qu'on pouvait appeler et voilà. Nos étudiants sont très débrouillards et en général arrivent toujours à trouver le stage qu'il leur faut. Oui. Et je voulais juste ajouter que donc il est intitulé stage de découverte, donc ce qui est très important pour ceux qui ne sont pas issus du milieu, mais ça peut aussi être l'occasion d'une découverte pour les étudiants qui sont issus du milieu agricole, parce que ça peut leur permettre d'aller voir une nouvelle production ou quelque chose qu'il n'y a pas forcément chez eux. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une exploitation laitière va faire complètement autre chose par exemple. Voilà, quelqu'un qui connaît les vaches va aller voir les porcs par exemple. Quelle est la différence entre ingénieur agronome ou agricole, ou en agriculture? Ah, ça c'est une question typiquement française. Ah bon? Pourquoi? Oui. Oh, c'est une question de statut de l'école en fait, uniquement. Le titre d'ingénieur agronome est réservé aux écoles publiques du ministère de l'Agriculture. On est un établissement public, mais dépendant des chambres d'agriculture, nous n'avons pas le droit de nous intituler ingénieur agronome, mais ingénieur soit agricole, soit nous on a choisi en agriculture. C'est la seule différence. C'est la principale différence, c'est d'abord le statut de l'école. Par la suite, en termes de programme, souvent ces écoles publiques d'État sont des écoles après prépa, donc en 3 ans, alors que des écoles sous contrat comme les ITPA sont des écoles post-bac en 5 ans. Et peut-être que ces écoles post-bac en 5 ans sont avec un aspect peut-être un peu plus pratique que les écoles en 3 ans. Donc n'hésite pas à côté Mais plus pratique. ce sont des subtilités qui, sur le terrain et dans les carrières après des individus, ne se voient plus beaucoup. J'ai vu que vous aviez des cours de zootechnie. Qu'est-ce que c'est et en quoi cela va-t-il nous être utile? Tu les as eu ces cours de zootechnie? Oui, je les ai eus. Alors c'est des cours, j'allais dire, très proches du terrain et de la réalité. C'est un peu... Pour moi, c'est un peu la théorie dont on parlait tout à l'heure qu'on va mettre en pratique pendant les stages. Ça se passe comment concrètement? Ça se passe comment? Comme tous les cours. Alors après, on a eu des TP aussi en exploitation pendant ces cours de zootechnie, où on a eu l'occasion de... Pas de pratiquer, enfin si, de pratiquer, de voir. Qu'est-ce qu'on apprend? Ça va être quoi, par exemple, un sujet de cours de zootechnie? Alors peut-être qu'il faut préciser, parce que là c'est vrai qu'on a l'impression que... Mais la zootechnie, c'est tout simplement les cours d'élevage. La zootechnie, c'est la science de l'élevage. Voilà, zootechnie, c'est un mot un petit peu savant, mais zoo, ça vient de... C'est comme la zoologie, le zoo, le parc zoologique, etc. Ça veut dire animal, technie, la technique animale, voilà. Et donc on fait quoi? On apprend à faire se reproduire des vaches? On voit comment ça se passe? Oui, par exemple, on va apprendre des généralités sur la traite ou sur la composition du lait ou... Ces choses-là. Et donc on a une partie théorique et après on va aller sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe? Oui. Alors je sais pas, par exemple, je me souviens d'une sortie terrain où on était allé voir des vaches et là on essayait de les pointer donc d'un point de vue morphologique pour voir celles qui avaient une mamelle bien formée, des bons aplombs, etc. Donc ça c'est un exemple d'application de la zootechnie. Et ça fait partie du cours de zootechnie, c'est partie intégrante. Oui.
Peut-être Oui, allez-y. peut-être pour ajouter, c'est que nous n'avons pas de ferme, mais nous sommes en collaboration avec un certain nombre de fermes-écoles qui sont réparties sur le territoire de la Normandie et dans lesquelles nous pouvons emmener, justement pour les fameux travaux pratiques dont vient de parler Laure, emmener nos étudiants, où là ils voient. Et ils complètent tout ça par leur stage dans des réelles exploitations. Bonjour, dans quel pays peut-on faire le stage d'immersion linguistique? Combien de temps peut-on rester sur place au maximum? Merci. Alors ce stage-là, donc il s'agit du stage de 2e année, qui est d'une durée de 2 mois. Il doit se faire impérativement en pays anglophone. Après, c'est libre, c'est à l'étudiant de choisir. C'est-à-dire tous les pays anglophones du monde entier, du moment qu'on y parle anglais, c'est oui. bon. Oui, oui. Et en termes de temps maximum, il me semble qu'on peut prolonger d'1 mois si on veut partir sur nos vacances. Il y en a qui font ça ou même qui choisissent de rester 1 mois supplémentaire pour visiter, à la limite, s'ils veulent aussi. Donc 2 mois minimum et ça peut aller jusqu'à 3 mois si ça n'a pas changé. Et si j'ai pas un super niveau d'anglais, comment je fais pour m'en sortir? Eh bien, c'est l'occasion de progresser. Il n'y a jamais eu de souci avec ça? Non, je pense pas. On est quand même encadré dans les démarches au niveau de l'école. Après, une fois sur place, c'est aussi quand on est obligé de parler que ça vient. Et puis, non, on s'en sort toujours, sinon on parle la langue des signes, on se débrouille. Le but, c'est bien celui-là. C'est bien justement de se parfaire en anglais, c'est quand même le meilleur moyen. La condition, c'est pas d'être bon en anglais pour partir. C'est d'y aller pour être bon. Tout le monde y va. Tout le monde y va. Et je voudrais juste ajouter qu'il faut savoir que l'école est joignable pendant ce temps-là. Donc si on a un souci, eux, ils sont là pour nous épauler aussi s'il y a quelque chose de grave, entre guillemets. Bonjour Monsieur Roche, est-ce qu'on peut se spécialiser en marketing pendant la formation? Merci de votre réponse. Alors oui et non, j'ai envie de répondre. On ne se spécialise pas. C'est une réponse de Normand. Oui, c'est une réponse de Normand, que je ne suis pas. Non, vous allez comprendre. C'est que le mot spécialisé me gêne un peu parce que vous avez compris que voilà, on n'a pas de spécialisation au sens fort du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît que ça. Pour moi, une spécialisation, c'est quelqu'un qui est expert et qui ne connaît que son domaine. Ce n'est pas le cas chez nous. Mais dans justement les domaines d'approfondissement que nous proposons en 5e année, il y en a un qui tourne autour du marketing agroalimentaire, mais qui est en même temps aussi un master spécialisé, et donc qui n'a pas pour objectif d'attirer le maximum d'étudiants de l'ESITPA, mais plutôt des étudiants d'autres écoles. Donc, mais si on veut ça fait partie de la formation. Mais ça fait partie de la formation. Et donc, si on choisit ce parcours-là, on se retrouve avec un MS à la fin et le diplôme? Non. Si on le fait à la place de la 5e année, on n'a que le diplôme d'ingénieur de l'ESITPA, mais on peut avoir le diplôme d'ingénieur de l'ESITPA, et si on le fait en 6e année, on a le MS à ce moment-là. Et donc ce parcours, si on reste au sein du diplôme de l'ESITPA, ce parcours d'approfondissement, c'est quoi? C'est une coloration, puisque vous n'aimez pas le terme de spécialisation? C'est un très bon terme. C'est un très bon terme, parce qu'on ne peut pas parler de spécialisation lorsque l'on n'a fait que 4 mois. Hein, parce que c'est ça, en fait, c'est même pas un semestre complet, l'approfondissement, c'est 4 mois hein, de l'avant-dernier semestre, parce que le dernier, c'est le stage mémoire d'ingénieur, PI, comme on l'appelle chez nous, projet ingénieur. Donc 4 mois, on ne fait pas une spécialisation avec ça. On a 5 à 6 domaines d'approfondissement. Et avec ce domaine d'approfondissement, est-ce que je peux quand même trouver un poste dans le marketing, si c'est vraiment ça qui m'intéresse? Ah ben ceux qui ont choisi cet approfondissement, décidément, vous voyez, moi-même je me mélange les pédales, cet approfondissement, bien sûr qu'ils trouvent dans le marketing, oui. Mais il n'y a pas que ceux qui ont choisi ceux qui ont choisi aussi l'approfondissement de l'OR, qu'on appelle gestion des entreprises et entrepreneuriat, certains se retrouvent aussi dans le marketing. Donc c'est assez. Et puis on a vu aussi des gens qui avaient choisi le domaine d'approfondissement agronomie et qui se retrouvent dans le marketing. C'est quelle proportion de vos diplômés qui font du marketing après, environ? Là, le chiffre exact, je pense qu'on peut le trouver sur notre site ou sur notre plaquette. Hein, donc, je voudrais bien m'excuser si je dis des bêtises. Mais je dirais que c'est de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, peut-être, hein, quelque chose comme ça, dans le marketing. D'accord. Les postes commerciaux, d'une manière générale, sont
souvent les premiers postes. C'est souvent les postes où les employeurs testent l'ingénieur. Mais par la suite, après, il y a d'autres progressions au-delà du commercial. Sinon, moi, je voulais juste préciser par rapport au domaine d'approfondissement, c'est vraiment pas bloquant pour le métier qu'on veut faire plus tard. C'est plus un coup de pouce et ça peut aider. C'est pas parce qu'on a choisi un domaine d'approfondissement en marketing qu'on sera est bloqué obligé dans de le faire du marketing. marketing toute sa vie, pas du tout. C'est vraiment un plus, quoi. Si c'est pas trop long, je voudrais raconter une anecdote. Une brève anecdote pour qu'on puisse C'est passer à la un ancien question étudiant que j'ai rencontré et qui m'a rappelé un jour de remercier le professeur d'économie qui l'avait bien embêté pendant toute sa scolarité parce qu'il dit « Moi, je suis rentré pour faire de l'agronomie. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Et tout ce qui était économique, etc., à la différence de l'or, ça l'embêtait. Mais il a été obligé d'en faire. Et il dit « Merci de m'en avoir fait parce que maintenant, j'ai été d'abord embauché dans un grand groupe coopératif pour faire de l'agronomie en recherche-développement. L'opportunité d'un poste pour prendre la direction d'un site industriel plutôt de type agroalimentaire à l'intérieur de ce grand groupe s'est présentée. Et grâce à ma formation, justement, qui m'avait obligé à toucher tous les domaines, notamment celui du management et de la gestion des entreprises, eh ben, j'ai pu obtenir ce poste de directeur de site 4-5 ans après la sortie de l'école. Bonjour, est-il possible de trouver du travail dans les métiers de la biodiversité avec le diplôme de l'ESITPA ? Quel est votre réseau dans ce secteur? Ah, ça c'est une question à la fois intéressante et difficile. Et pourquoi difficile? Difficile parce que je ne suis pas sûr que la biodiversité... j'ai envie de dire que tous nos ingénieurs travaillent dans la biodiversité. Ah oui, mais ça c'est une réponse facile. C'est une réponse facile, c'est pour ça que... Mais c'est pour ça qu'elle est difficile aussi, c'est que la biodiversité n'est pas un secteur d'emploi en tant que tel, c'est pour ça que j'ai du mal à voir le métier qu'il y a derrière. Sur des métiers tels que contrôle d'assainissement, qualité de l'eau, dépollution, tous ces métiers-là. Alors là, tout à fait. Si vous voyez des métiers, vous ne mettez pas la biodiversité exactement derrière ces métiers-là, mais si vous mettez ce genre de métier, oui, en effet. On a en particulier un domaine d'approfondissement qui s'appelle agriculture, environnement et territoire, ou je ne sais pas si je le dis dans le bon sens, hein, mais enfin l'idée est là, où justement tous ces aspects liés au territoire, aux problèmes d'environnement, aux problèmes de biodiversité sont extrêmement prégnants. Mais ceux qui font aussi le domaine d'approfondissement agronomie sont complètement imprégnés de cette notion de biodiversité. Et donc sur ces métiers vraiment dont la biodiversité est le cœur de cible, donc l'ingénieur en dépollution ou le contrôle de la qualité de l'eau, de l'air, vous avez vraiment des diplômés qui exercent ces métiers-là. Les gens qui veulent travailler dans l'environnement peuvent venir se former chez nous. Ils ne vont pas travailler après dans l'environnement industriel, comme le font beaucoup de formations dites environnementales, où on va travailler dans un milieu industriel par la suite pour pallier. Ils vont se travailler plutôt en milieu rural, bien entendu, hein, c'est notre spécificité. Et on a de plus en plus. Hein, c'est un domaine d'approfondissement que l'on a créé il y a maintenant 4 ans à peu près, hein, voilà, et qui est tout nouveau chez nous. Et là, maintenant, on a à peu près 25 étudiants qui choisissent ce domaine d'approfondissement et qui trouvent du travail dans des métiers très liés à ces secteurs-là. Ils travaillent plutôt dans le privé, dans le public? C'est essentiellement le privé, des bureaux d'études, mais ça peut être aussi le public. De plus en plus, on voit des collectivités locales qui s'intéressent à ce genre de profil, ou alors des syndicats de défense de la nature, des parcs régionaux. Ça, c'est possible. Il y a vraiment des postes là-dedans pour vos diplômés. Il y a des diplômés qui font ça. Soyons honnêtes, ce n'est pas le secteur qui est actuellement le plus demandeur d'emploi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Comme je vous dis, on a à peu près 25 étudiants par an que l'on place. Voilà. En général, d'ailleurs, la taille de nos domaines d'approfondissement est très liée au dynamisme du secteur d'emploi correspondant. Et on essaye d'ajuster les tailles des promotions dans les domaines d'approfondissement aux emplois qui sont... C'est-à-dire qu'il y a un nombre de places limitées dans chaque domaine d'approfondissement. Oui, tout à fait. Oui, il faut faire un choix et on essaye d'équilibrer les différents domaines d'approfondissement. Donc on n'est pas sûr d'avoir le domaine d'approfondissement qu'on souhaite? Jusqu'à maintenant, on peut dire que 90% de nos étudiants obtiennent le domaine d'approfondissement qu'ils souhaitent, parce que heureusement, il y a une adéquation qui se fait naturellement entre les désirs des étudiants et l'attractivité du secteur d'emploi.
Maintenant, il peut arriver dans certains cas, en effet, qu'on soit obligé de discuter auprès d'étudiants qui sont peut-être un peu moins, comment dire, sûrs de leur choix, et on peut peut-être les aider à s'orienter un peu mieux pour équilibrer les différentes cohortes d'étudiants, comme on dit. Mais généralement, ça s'arrange quand même, puisqu'on a eu le cas justement cette année, dans le domaine d'approfondissement gestion des entreprises et entrepreneuriat. Il y a des places qui ont été ouvertes parce que justement, il y avait des étudiants qui voulaient vraiment faire ce domaine d'approfondissement-là. Et ces places ont été ouvertes pour eux. Donc, ça s'arrange généralement. Oui, oui, oui. On passe à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Il faut la lire aussi, comme toutes les autres. Question décalée, votre animal totem, c'est quoi? Alors là, je vais clairement la renvoyer chez Laure. C'est non pas pour me défaire de cette question, mais parce que animal totem, ça veut dire quelque chose chez nous. Chaque promo a un animal totem. Bon, alors c'est quel animal, votre Alors, animal totem? Tous les ans, il y a donc un nouvel animal de promotion. Pour ma promotion, c'était les cochons, par exemple. C'est on vrai avait des chèvres, des canards. Oui, mais C'est pas terrible sympa comme quand même, animal, les non. cochons. On avait un petit cochon tout mignon à mignon tout l'école. cas. Ah, vous avez un petit cochon qui vient à Oui, l'école? pendant l'intégration, il y avait un cochon qui était là, qu'on allait voir pendant la semaine. Et pourquoi le cochon? C'est quelle valeur, quel symbole Ah, derrière? pourquoi le cochon? Ça change tous les ans. Donc on essaye d'avoir de nouvelles idées. Ça devait faire longtemps que ça n'avait pas été le cochon. Sinon, En général, ce sont des animaux de la ferme, hein, quand même. Oui, parce que j'allais dire, s'il y a une promo qui choisit l'éléphant, vous faites venir un éléphant sur le campus? On aura du mal. Alors d'abord, premièrement, je pense que Laure doit être une des dernières promotions où j'avais donné mon accord pour qu'un animal vivant soit présent. Maintenant, il y a un animal, mais sous la forme d'une peluche, enfin voilà. Mais c'est pas un animal vivant. Donc ça, c'est fini. C'est fini, voilà. Un animal vivant entre les mains d'étudiants, c'est peut-être pas très sympa pour lui. Voilà. Un petit peu risqué pour l'animal. Que fait-on pendant le projet d'études en deuxième année du cycle ingénieur? Alors, le projet d'études, pour le qualifier assez simplement, ça va être un mini projet ingénieur. Il faut savoir que c'est quand même un stage qui va durer 5 mois, donc c'est quand même assez long. On peut aller dans beaucoup de secteurs d'activité. C'est vraiment un stage qui est assez libre. Et qui est C'est-à-dire qu'on peut choisir ce qu'on veut, on peut faire vraiment n'importe quel poste, en n'importe quelle Non, entreprise. bien sûr que non. On a des commissions d'admission, d'agrément de stage avec une problématique. On doit décrire le contexte du stage. Est-ce que tu peux nous donner des exemples dans ta promo de stages faits par tes camarades? Oui. ou toi, ou ce que tu as fait toi? Alors, moi j'ai été sur un sujet confidentiel, donc ça va être délicat. Bon, alors un autre exemple. Bon, c'est toujours plus dur de donner les sujets de stage des autres. Je sais pas, j'ai une amie qui a travaillé par exemple sur de la mécanisation en arboriculture. Il y en a une autre qui a travaillé sur tout ce qui était hormones dans les élevages ovins caprins. Et donc on fait quoi toute la journée quand on fait ça? On fait quoi toute la journée? Alors ça dépend. On peut faire des enquêtes, on commence par un peu de bibliographie. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les différents acteurs de l'entreprise. D'ailleurs, souvent, les entreprises nous proposent de suivre des professionnels pendant ce stage pour voir aussi différents types de métiers. C'est aussi à ça que sert ce stage, c'est une ouverture. Quelle est la proportion de filles et de garçons chez les étudiants? Je dirais que c'est assez équilibré. Depuis quelques années, on est stable à peu près. On a 60% de garçons, 40% de filles. Et ça, c'est stable, c'est pas en C'est augmentation, stable, ce diminution. qui fait de nous une école équilibrée. On est très content justement d'être au-dessus de la moyenne nationale parmi les écoles d'ingénieurs. Maintenant, on est dans les sciences du vivant et on sait très bien que ce sont des secteurs quand même qui attirent aussi les filles. Et donc, on ne fait rien de... Voilà, ce n'est pas... Je pense que c'est plutôt le fait qu'on soit dans les secteurs du sciences du vivant qui Vous fait faites que... rien de spécial pour attirer plus de filles? On ne fait
rien pour ne pas les attirer, en tout cas, et on fait tout, on participe à toutes les manifestations qui sont organisées pour justement promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des filles. Mais c'est vrai que pour une école comme la nôtre, c'est beaucoup plus simple que peut-être des écoles d'ingénieurs plus mécaniques ou électroniques. Voilà. Mais on y est très attentif, cet équilibre filles-garçons. Bonjour Monsieur Roche, quel est le taux d'insertion de vos diplômés sur le marché du travail? Alors, excellente question, parce que ça me permet de dire que c'est notre grande fierté. Et comme je le dis souvent, moi, en tant que directeur, et je pense toutes les équipes de l'Hésite pas, notre objectif, c'est pas de donner un diplôme, c'est de fournir les clés d'un emploi, ce qui est quand même un petit peu différent. Alors justement, c'est pas un bout de papier. Combien trouver un emploi? Alors, enfin, combien? avant même la sortie de l'école, c'est-à-dire en gros pendant le stage, on a les 2/3 de nos étudiants qui ont signé un contrat de travail avant la sortie de l'école. Suivant les années, on varie entre 63 et 67%, donc ça fait à peu près 2/3. Hein. Un contrat de travail, CDI, CDD? Alors là, bien entendu, en général, sont une majorité de CDD, hein, on est sur le premier emploi. Je vais y venir sur les CDI, puisque donc on a un autre critère qui est à 6 mois. À 6 mois, on est à 85% qui ont un emploi. Donc à 6 mois. 85% des étudiants diplômés ont un emploi à 6 mois. Contre une moyenne nationale à 75%. Hein. Et donc, alors pour vous répondre à votre question... Les 15% restants? Ah ben, ils sont, alors, soit en continuation il y en a certains qui continuent en termes ils vont faire des doctorats, par exemple, hein, parce qu'ils veulent se consacrer à la recherche. Certains, 6 mois, vous savez, c'est très court après l'école. Certains se donnent des vacances, hein, aussi. Certains vont découvrir le monde avant de trouver leur premier emploi. Certains sont au chômage aussi, quand même. Quelques-uns sont au chômage parce qu'ils recherchent l'emploi. Mais si on prend 3 ans après, on est à 97-98% d'emplois, dont plus de 80% en CDI. Et les autres? Les autres qui ne sont pas en CDI? Alors, ce sont des CDD, hein, en général. Oui, voilà. Mais on est à plus de 80% en CDI, quand même. Hein. J'ai vu un cours interculturalité et entreprise. Je ne comprends pas bien. Pouvez-vous m'expliquer SVP? Merci beaucoup. Est-ce que tu l'as suivi, Laure? Parce que c'est un cours optionnel, donc tu ne l'as peut-être pas suivi. Bon, du coup, Daniel, vous allez pouvoir plus répondre. Oui, c'est un cours optionnel en 4e année. On a beaucoup de cours optionnels en 4e année. Et donc là, c'est bien pour essayer de faire comprendre à nos étudiants qu'ils vont découvrir dans le monde de l'entreprise justement des cultures extrêmement différentes. Qu'est-ce que vous appelez culture? Eh bien déjà, on parlait d'hommes-femmes tout à l'heure. Justement, comment gérer la relation et l'équilibre homme-femme dans l'entreprise. Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'une école nous l'apprenne, ça? Dans la préparation à l'emploi. Alors, c'est peut-être pas de l'apprentissage dans le sens que ce n'est pas une connaissance avec un cours et des choses à apprendre par cœur. On est plutôt dans la sensibilisation, la discussion. En 4e année, on n'est plus on est dans des cours débat, j'allais dire, plutôt, et mise en condition, sensibilisation. Et donc, je pense qu'il y a des cultures différentes dans une entreprise. Et aussi, nos étudiants vont être amenés à travailler à l'étranger. On l'a vu tout à l'heure, de plus en plus. Comment gérer ces différences de culture dans une entreprise. C'est-à-dire, voilà. Pour prendre un exemple, je ne sais pas moi, est-ce qu'on va prendre, on va dire, voilà, vous avez tel interlocuteur, il est américain, voilà comment vous devez vous comporter avec lui? Il y a un peu de ça. En fait, c'est une psychologue du travail et de l'entreprise, hein, qui intervient et qui met les étudiants dans des jeux de rôle, en fait. Dans des jeux de rôle où ils prennent conscience, en effet, des fois, des incompréhensions, des maladresses involontaires que l'on peut avoir, comment on peut blesser une personne sans pour autant vouloir la blesser. Voilà, c'est simplement... et je pense que, comme je vous l'ai dit, on prépare nos étudiants à un emploi, non pas à l'obtention d'un papier qui s'appelle diplôme. Hein. Et donc je pense que, vous savez qu'on ne se contente pas de faire de l'interculturalité, on fait aussi, on les entraîne à passer des entretiens d'embauche, ils ont aussi des formations en développement personnel pour se connaître soi-même, donc mieux connaître les autres, etc. etc. Hein. C'est quoi votre double diplôme avec l'université de Rouen et l'université de Caen? C'est un triple diplôme en fait. Alors démêlez-nous tout ça pour qu'on comprenne bien. Alors d'abord, c'est bien un double diplôme. Université, n'hésite pas, école d'ingénieur. C'est un diplôme que nous avons mis en place en effet avec ces deux autres universités
pour permettre à nos étudiants d'avoir, en même temps que leur diplôme d'ingénieur, un diplôme de master universitaire. Parce que même si le diplôme d'ingénieur a le grade de master, il ne donne pas le diplôme. Et pour certains de nos étudiants qui voudraient continuer, notamment en recherche, et notamment passer un doctorat, c'est important d'avoir un master de l'université. Et donc ce double diplôme a été vraiment créé pour les quelques étudiants, il y en a de plus en plus tous les ans, qui veulent continuer dans le domaine de la recherche et donc passer des doctorats. Et donc c'est pas un triple diplôme, c'est un double diplôme. Comment ça se passe? On choisit l'université de Rouen, Caen? Non, c'est en fait les universités de Rouen et de Caen qui se sont réunies, qui forment, j'allais dire, un partenaire. Et le deuxième partenaire, c'est les ITPA. Et puis en plus, maintenant, on est tous dans les communautés d'université. Et donc, devient maintenant un diplôme de la communauté d'université qu'on appelle Normandie Université chez nous. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on va suivre des cours à Rouen et à Caen? Non, la plupart des cours se font à Rouen et même essentiellement à l'ESITPA. Donc on n'a pas forcément besoin de sortir de l'ESITPA en fait? Ou si on sort, on va à l'université qui est juste en face. Et c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est sélectif ces doubles diplômes? Alors, ce master qui s'appelle Éco-Bio-Valo, parce qu'en plus c'est un master recherche qui est dans un domaine bien particulier, qui est la valorisation non alimentaire des bioressources. Voilà. Et donc là, il y a en effet une sélection qui se fait à la fin de la 4e année, une sélection qui se fait par un jury composé de gens de l'ESITPA et de gens de l'université, où voilà, on apprécie le candidat, non pas sur ses résultats, parce que tout le monde a, normalement, s'il rentre en 5e année, c'est qu'il a tout validé, donc les résultats sont identiques pour tout le monde, simplement après sur sa capacité, pourquoi il veut faire ça, qu'est-ce qu'il veut faire après, et voilà, c'est essentiellement ça. Quel métier je vais pouvoir faire après les ITPA? Est-ce que c'est possible de travailler hors secteur agricole? Merci. Alors, des métiers après les ITPA, beaucoup. le panel est assez large. Est-ce que je vais pouvoir... hors du secteur agricole, oui, par exemple, le secteur agroalimentaire, c'est un débouché possible après les ITPA. Tout ce qui est environnement aussi. Le conseil, par exemple? Alors le conseil, oui, c'est oui. même peut-être la plus grosse part de métier à la sortie de l'ESITPA. C'est très souvent du conseil lié à l'agriculture. Mais ça peut être du conseil très technique, mais ça peut également être aussi du conseil technico-économique. Donc voilà, après... Quand tu dis du coup une grande partie des débouchés le conseil, c'est quelle proportion à peu près? Là, on est plutôt sur les 30%, oui. Oui, 30%. Donc ça c'est la majeure partie, c'est pas la majeure partie du coup, mais c'est le débouché classique. Oui, sachant que conseil, ça prend des formes très différentes, quoi. C'est-à-dire que ça peut être du conseil en élevage, du conseil en agriculture, du conseil qualité. On a beaucoup d'ingénieurs qualité dans l'agroalimentaire. Ça peut être du conseil, comme Laure est en train de faire actuellement son stage, c'est du conseil technico-économique dans des centres de gestion. Donc vous voyez, c'est assez varié. Donc ça c'est 30%, et alors le reste ça se répartit, donc on a beaucoup de postes dans le domaine du conseil. Ensuite, on a de la recherche-développement aussi qui se développe, donc des postes où on est dans des stations expérimentales, privées très souvent, dans l'agroalimentaire et en particulier dans les domaines de la qualité en agroalimentaire. Plus après des gens qui vont travailler sur des problèmes plus environnementaux, on les a évoqués tout à l'heure. Et alors le domaine agricole, vraiment l'agriculture, c'est quelle proportion de vos étudiants à la sortie? Ceux qui vont vraiment travailler là-dedans? Alors, ça dépend ce que vous appelez le domaine agricole, c'est-à-dire être directement... Avoir une exploitation... D'abord, premièrement, ce n'est vraiment pas un objectif, c'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'école ESITPA pour être agriculteur. Ce n'est pas notre objectif. Mais est-ce qu'il y en a quand même? Mais il y en a un certain nombre. On a à peu près 15% de nos étudiants qui sont fils d'agriculteurs. Pourquoi ils sont venus à l'ESITPA? Ce n'est pas pour devenir agriculteurs, c'est parce qu'ils sont jeunes, que papa et maman sont encore jeunes, et que donc la reprise de l'exploitation va se faire dans 10 ans, 15 ans. Et qu'en attendant, il faut bien avoir un métier, et si possible un métier intéressant et rémunérateur. Et donc, ils viennent à l'ESITPA pour ce métier
avant d'être agriculteur. Mais voilà. Donc si je veux être agriculteur, je ne choisis pas les ITPA. Alors, vous pouvez le choisir, bien entendu, et je pense que l'agriculture va demander des niveaux de formation de plus en plus élevés. Hein. Mais ceci dit, ce n'est pas la mission première de l'ESITPA de former des agriculteurs. Et toi, Laure, tu te vois où dans 10 ans ? Alors 10 ans, c'est un peu loin. Je vais plutôt répondre à la question, tu te vois où dans 5 ans ? Bon, d'accord, on te l'accorde, dans 5 ans. Je sais pas, là par exemple, je fais un stage de fin d'études dans un centre de comptabilité et de gestion qui fait beaucoup de conseils, donc en agriculture, surtout du conseil technico-économique. Donc je m'imagine avec un portefeuille d'agriculteurs que je vais voir tous les ans, avec lesquels j'analyse leurs comptes, je monte des projets, on essaye d'améliorer leur vie sur l'exploitation. Donc ça, dans 5 ans, ça te botte très bien. Ouais. Daniel, Laure, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser quelques mots de conclusion très rapides parce que ça fait vraiment 1 heure. Donc, d'accord. En 2 mots. Eh bien, écoutez, d'abord, c'était 1 heure qui est passée très vite et passionnante, et j'espère qu'on vous a convaincu qu'à l'ESITPA, on est là pour vous offrir avec passion une formation ouverte et qui vous permettra d'avoir un métier dont vous rêvez, et surtout un métier qui a du sens. Et puis surtout, je crois que la meilleure façon de nous découvrir, c'est venir nous voir. Nous avons une prochaine journée porte ouverte le 28 mars, peut-être un peu tard pour les candidats APB, mais vous pouvez venir sur simple rendez-vous, passer un coup de fil, prenez un rendez-vous, on vous accueillera, on vous fera visiter l'école. Et très concrètement, pour les Parisiens, nous sommes présents au Salon de l'Agriculture, au pavillon 4, sur le stand des chambres d'agriculture. Nous avons un petit bureau ESITPA où des étudiants et des représentants du personnel vous accueilleront. Laure, quelque chose à rajouter ? Oui, moi je voulais juste rassurer ceux qui sont plutôt indécis. Quand on choisit l'ESITPA, il faut savoir qu'on ne choisit pas vraiment un métier, c'est plutôt un domaine, et on a quand même 5 ans pour mûrir notre projet. Voilà. Et deuxième point que je voulais aborder, les cours c'est très important, mais c'est aussi important de se sentir bien dans son école, et justement le meilleur moyen de découvrir l'environnement, c'est d'aller visiter l'école. Très bien, on vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses. Merci. Et merci à vous pour toutes vos questions. Vous avez fait passer l'oral à l'ESITPA. On se retrouve bientôt pour un nouvel oral sur Campus Chanel.